Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer la réunion. Aujourd'hui, je suis en présence de 3 collègues. Alors, il y en a un que vous ne voyez pas à la caméra, c'est volontaire. Il a voulu se cacher. Il interviendra en fin de réunion. C'est Vincent Robin. David, je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes et toutes. Moi, je m'appelle David de Vuillard et je suis chargé de relations partenariales au pôle partenaire prestations familiales de la CAF de Loire-Atlantique. Et donc, je vais vous présenter la partie un petit peu page, la partie un peu technique, prestations, et je passe la main à mon collègue Antoine. Et donc, bonjour à tous, moi je suis Antoine Rosé, je suis responsable du service des aides financières individuelles, qui est le pôle famille, qui fait partie du pôle famille de l'action sociale de la CAF de Loire-Atlantique. Le pôle famille, en quelques mots, c'est une équipe de 43 travailleurs sociaux et les aides financières individuelles qui sont en charge de traiter et liquider les dossiers qu'on reçoit, pardon, à savoir les aides primes d'installation maternelle et le PALA également. Alors, pour cet après-midi, alors je vais vous partager quand même notre petit support. Alors, on va demander à tous les participants de bien vouloir couper les micros pour que ce soit bien agréable pour tout le monde. Alors, attendez, je me suis trompée, je recommence. Ah, je peux y arriver. Attendez. Commencer. Voilà. Ça y est, il est tout bon. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, on va vous présenter cet après-midi les prestations familiales sur tout ce qui est prépare, CMG, toutes les prestations qui concernent les familles. Ensuite, on aura une partie qui sera consacrée en fait aux aides aux assistants maternels, donc le PIAM et le PALA. Et j'aurais dû couper mon téléphone. On finira par les aides aux MAM. Donc, bien sûr, cette visio, elle est enregistrée. Donc, on vous enverra le replay, on espère, en fin de semaine prochaine. Vous pourrez poser les questions au fil de l'eau. Alors, il y a un petit fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à poser les questions via le petit fil de discussion sur le côté. Et donc, on va les recenser au fil de l'eau et répondre au fur et à mesure au cours de la visio. Vous pouvez aussi lever la main et comme ça, on pourra vous donner la parole. Voilà pour les consignes. On fera une foire aux questions qu'on vous adressera en même temps avec le replay de la visio pour que vous puissiez avoir une trace de toutes les questions et les réponses qu'on aura pu vous apporter. Il est possible qu'il y ait des réponses des questions pour lesquelles on n'ait pas les réponses aujourd'hui, donc on reviendra avec ces éléments a posteriori. Je vais passer la parole à David. Alors, comme vous le savez déjà toutes et tous à peu près, on va donc dérouler tout le système de la page, donc la prestation d'accueil du jeune enfant, donc qui intègre à la fois et la prime à la naissance, l'allocation de base, la prépare, le complément mode de garde, et puis après on verra, il y aura une petite slide sur les modes de contact au niveau de la CAF. Donc on va attaquer tout de suite sur la page. Donc la page, elle est versée aux parents jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour toutes les prestations, alors notamment pour l'allocation de base, jusqu'aux 6 ans pour le complément mode de garde, sauf en cas d'adoption où là c'est des conditions un peu particulières qui dépendent de la date de l'adoption.
Donc, comme je l'ai dit en préambule, elle comprend la prime à la naissance, l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui remplace le congé parental, le complément de libre choix d'activité qui était versé auparavant, et le complément de libre choix du mode de garde. Et donc, toutes ces prestations sont soumises à conditions, certaines conditions, et notamment des conditions de ressources qu'on va étudier au fur et à mesure, prestation par prestation. Alors, donc tout d'abord, on va aller dans l'ordre. Donc, la prime à la naissance, c'est un montant forfaitaire qui est soumis à conditions de revenus. Donc, c'est un montant fixe de 1 019,40 €. Donc, c'est des montants qui sont revus en général au moins une fois par an, tous les 1er avril. Donc après, il y a pas, voilà, il y a une condition assez spécifique, c'est de faire la déclaration, enfin que le dossier en CAF soit affilié au minimum au 6e mois de grossesse pour permettre justement le calcul du versement de la prime, puisque la prime elle est versée au 7e mois de grossesse. Et si le dossier il est constitué trop tardivement, ça peut bloquer parfois le versement de la prime. Après, il y a des recours possibles, mais voilà, faut essayer d'inciter les familles à faire ça le plus rapidement possible. La grossesse doit être déclarée évidemment en même temps et à l'assurance maladie et ou à la CAF. Pour cela, alors que ce soit pour la prime à la naissance, l'allocation de base et le complément mode de garde, on est toujours sur la base des revenus N-2. Donc là, pour toute l'année 2024, on sera sur la base des revenus 2022. Et après, alors, il y a des barèmes en fonction des situations, du nombre d'enfants éventuellement déjà à charge. Donc après, on peut peut-être décrocher directement sur le petit lien. C'est juste pour donner une idée. Ah. Bon, on verra ça. On a déjà une question d'ARP qui nous demande si pour les délits de grossesse complets, la prime est-elle versée suite à la naissance? Alors, pour ces situations-là, nous, en fait, pour que le versement de la prime puisse se faire, il nous faudra un acte. Alors, pour les délits de grossesse, on peut le faire. Après, c'est plus facile, notamment sur un dossier déjà affilié. Si le dossier est déjà affilié, ça pose pas trop de problèmes. Sur ces situations-là, en général, on est voilà, si la locataire formule un recours ou explique sa situation, la CAF est quand même en général assez souple et on peut verser la prime rétroactivement. Et ça va être le cas aussi. Alors j'en profite, mais par exemple pour les enfants nés sans vie, où on peut justement maintenir le versement de la prime et de l'allocation de base sur les 3 premières mensualités. La condition, c'est d'avoir un acte d'enfant sans vie, en fait. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse verser la prime. Mais après, effectivement, il n'y a aucune situation. En fait, là, les situations, nous, qu'on voit le plus souvent et qui peuvent poser problème sur le versement de la prime, c'est notamment pour les personnes de nationalité étrangère qui vont arriver sur le territoire français alors qu'elles sont déjà enceintes. Et si elles arrivent sur le territoire français alors qu'elles sont déjà à 6 mois ou plus de grossesse, ben nous, forcément, on ne pourra de toute façon pas affilier un dossier pour une personne qui n'est pas présente sur le territoire français. Donc, c'est plus sur ces cas-là. Et souvent, ces personnes-là, en plus, n'obtiennent pas toujours un titre de séjour immédiatement. Donc, c'est plus ces cas-là qui peuvent poser problème. Et effectivement, le versement de la prime ne va pas pouvoir se faire s'il n'y a pas de résidence sur le territoire français dans le bon timing, si j'ose dire, quoi. Donc, là, j'ai juste leur proposer un petit... ça, c'est un petit lien que vous pouvez toutes et toutes suivre. Alors, on va peut-être faire juste rapidement le chemin pour... hop. Ah oui. Ouais, je vous montre juste. En fait, quand vous arrivez sur le CAF.fr, automatiquement, le site donc, vous rapatrie vers le site national. Donc là, on ne l'a pas fait, mais ce n'est pas grave. Pensez bien à chaque fois à sélectionner la CAF de Loire-Atlantique pour avoir les informations locales. Et là, en fait, quand vous arrivez, le site d'office, il vous met sur la partie allocataire. Donc vous cliquez sur la partie partenaire et vous arrivez sur cette page-là. Et sur cette page-là, ensuite, vous sélectionnez partenaire d'accueil et vous cliquez sur le plus découvrir. Et ensuite, vous arrivez sur un lien qui va vous donner accès à toutes les prestations versées par la CAF. C'est un résumé, alors c'est très très succinct, hein, ça rentre effectivement, ça prend pas en compte les cas un peu atypiques.
Et là, par exemple, donc, on est sur la page donc, prime à la naissance. Et vous arrivez sur la page avec donc, toutes les informations. Alors, un petit peu plus détaillées que ce que je viens de vous dire, mais voilà, avec des cas. Et donc, le fameux tableau des barèmes. Alors, que je vous dis ça tout de suite. Donc, vous voyez, il y a plusieurs barèmes. Alors, notamment les barèmes sans majoration, avec majoration. C'est pour ça que je ne voulais pas forcément le mettre directement dans la diapo, parce qu'il y a pas mal d'informations. Parce qu'en fait, les barèmes vont dépendre déjà de la composition de la famille. S'il y a déjà ou pas des enfants à charge sur le dossier, le montant ne sera pas le même. Et le sans majoration, avec majoration, pour expliquer, le avec majoration, c'est marqué en dessous, hein, mais c'est pour les cas où les deux membres du couple travaillent et dont leur revenu annuel est au moins égal ou supérieur à 5 594 €. Donc, si en fait les deux membres du couple travaillent et qui sont dans cette situation, on appliquera le barème avec majoration. Alors, c'est des barèmes qui sont un peu majorés pour éviter de sortir trop de personnes du bénéfice de la prime à la naissance. Mais vous voyez que parfois, selon les situations, on peut rapidement arriver à une situation où la prime peut ne pas être versée. Ça arrive de temps en temps. Mais voilà, c'est pour expliquer les barèmes rapidement. Le sans majoration, c'est s'il n'y a que, par exemple, l'un des deux membres du couple qui travaille, on appliquera le barème sans majoration. Il y a, David, il y a Cécile Boyan qui nous demande s'il y a une diminution des ressources par rapport à N-2. Est-ce que les ressources peuvent être réétudiées? Alors, si les ressources immédiates, enfin actuelles, j'imagine? Sans doute, oui. Non, nous, c'est uniquement les ressources 2022. Après, la seule chose qui nous permettra d'appliquer ou non certains abattements pour diminuer un peu les revenus déclarés en 2022, c'est s'il y a une situation un peu particulière. Alors, s'il y a une séparation, évidemment, des choses comme ça, ça va être pris en compte. Autrement, ça va être des situations de chômage où les personnes qui cessent totalement leur activité, notamment pour s'occuper de leur enfant, donc on le verra après avec la prépare, ça, effectivement, ça peut avoir une incidence sur les ressources annuelles, mais autrement, non, c'est systématiquement les revenus 2022. Il n'y a aucune dérogation d'accordée pour tenir compte de si la situation professionnelle n'a pas changé, si quelqu'un était salarié mais qu'il a soit changé de travail ou qu'il a changé de poste dans son entreprise avec une diminution du salaire, on ne pourra pas le prendre en compte. On le prendra en compte. Si la situation est intervenue en 2024, ça sera pris en compte au 1er janvier 2026. Donc, il y a toujours pour l'instant, sur ces prestations-là, ce décalage de 2 ans qui est irréversible, quoi. On nous demande également une précision sur les revenus pris en compte. Est-ce qu'ils sont avant ou après abattement des 10%? Toujours après abattement. Donc, c'est pour ça, nous, en général, pour ces dossiers-là, alors sauf pour les primo-demandeurs, on leur demande en général de nous fournir une copie de leur avis d'imposition. Comme ça nous permet d'avoir les informations les plus complètes possibles. Et pour les dossiers qui sont déjà constitués, il y a des échanges de toute façon qui se font avec l'administration fiscale tous les ans, en fin d'année. Donc, normalement, on récupère les informations correctement données par les allocataires, mais on est toujours après abattement. Frais réels, 10%, des abattements spécifiques. Voilà, c'est toujours après abattement. J'ai l'impression que Geneviève, tu dois avoir ton micro d'ouvert. Est-ce que c'est parce que tu veux intervenir? Non, pas spécialement. Alors, Et donc, alors, juste pour terminer sur la prime à la naissance, donc que c'est pas mal de nos dossiers aussi, c'est pour les cas effectivement des primo-demandeurs, donc les personnes qui ne sont pas à la base allocataires de la CAF. Ces personnes-là doivent, au moment de la déclaration de grossesse, nous faire une demande de prestation. Donc pour cela, il y a une déclaration de situation à compléter et puis un avis d'imposition ou non-imposition à fournir, c'est ce que je disais. Sachant qu'il y a une téléprocédure qui existe et qui fonctionne très bien. Et dans la téléprocédure, après, on invite aussi la locataire à indiquer ses coordonnées bancaires pour pouvoir, si elle peut en bénéficier, lui verser la prime à la naissance. Mais voilà, toute cette procédure est accessible en ligne. Et je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, pour la prime à la naissance.
Il est préférable d'encourager les allocataires à faire leur déclaration en ligne. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est pour une chose très simple. Alors, outre que la téléprocédure fonctionne bien, c'est surtout en termes de délai de traitement. Nous, c'est du traitement quasi automatique derrière, parce que voilà, transmettre des informations papier, il y a le temps de l'ouverture du courrier, de la transmission du courrier au bon service. Enfin, voilà, il y a toujours un circuit qui rallonge un petit peu le délai de traitement. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple, sachant que même pour les primo-demandeurs, créer un compte CAF aujourd'hui, c'est plus aussi compliqué qu'avant. Avant, il y avait forcément besoin d'une intervention de la CAF, une intervention humaine pour valider un dossier. Aujourd'hui, la demande peut se faire. En fait, la connexion se fait avec le numéro de sécurité sociale pour créer un compte. Donc, ça se fait assez rapidement et on est sur les mêmes principes de fonctionnement que la plupart des sites, avec un mot de passe sécurisé. On peut se connecter aussi via France Connect sur son espace CAF. Enfin, ouais. Toutes ces choses-là qui facilitent l'accès au compte CAF. Ensuite, donc, toujours dans notre enchaînement d'événements, donc après la prime à la naissance, donc vient la naissance de l'enfant. Donc nous, en fait, on peut, là, toujours sous réserve de conditions de revenus, donc on va être sur exactement les mêmes revenus qu'on a vus précédemment pour la prime à la naissance. Les barèmes sont exactement les mêmes. Donc on peut attribuer l'allocation de base. Donc ça, c'est une prestation si les parents, enfin si le ou les parents peuvent en bénéficier, qui est versée jusqu'au mois précédent les 3 ans de l'enfant. Et avec une condition de revenu qui est revue tous les ans, tous les 1er janvier. Elle n'est attribuée qu'à un seul enfant par famille, sauf les cas de naissance multiple. Les cas de jumeaux, triplés, etc. On versera autant d'allocations de base que d'enfants nés du même accouchement. C'est un petit peu dit 2 fois la même chose. Que vous dire d'autre? Donc le montant, c'est un montant fixe, là aussi, 184,81 €, qui est revu là aussi en général tous les ans au 1er avril. Et il y a possibilité, il y a 2 montants différents. Il y a, selon les revenus que la famille va déclarer, selon jusqu'à un certain seuil de revenus, on va être sur une allocation de base taux plein, donc les 184,81 €, donc pour les personnes qui dépassent pas un certain montant. Et pour les personnes comprises dans un montant intermédiaire, l'allocation, en fait, elle sera divisée par 2. C'est ce qu'on appelle une allocation de base partielle, donc est de 92 € et quelques, et qui est versée. Et là aussi, c'est revu tous les ans au 1er janvier en fonction des ressources de l'année N-2. Au 1er janvier ou au 1er avril? Alors, le droit est revu au 1er janvier avec les ressources prises en compte de l'année N-2. Oui. Par contre, le barème, le droit de 184,81 €, là, au 1er avril 2024, il risque d'être évalué. En général, c'est à peu près 5%. C'est ce qui se fait en général. Donc, ça représente quelques euros. C'est pas incroyable. Mais ils essayent de suivre plus ou moins la courbe de l'inflation, même sur les prestations. Alors, il y a une question qui vient nous arriver. Ouais. Quand vous dites jusqu'aux 3 ans de l'enfant, cela veut dire jusqu'au mois précédent son mois d'anniversaire? Oui. En fait, là, on va prendre le cas d'un enfant qui est né en février 2024. Il aura le droit à l'allocation de base, toujours sous conditions de ressources, etc., jusqu'au mois de janvier 2027. Donc, dernier versement, début février 2027. Le mois de ses 3 ans, la prestation s'arrêtera. Après, ce que je peux juste rajouter, alors ce que je ne vais pas penser à indiquer, notamment pour la prime à la naissance, mais ça va être valable en fait pour toutes les prestations donc l'allocation de base et les 2 prestations qu'on va voir après, c'est que pour toutes les prestations, donc j'ai parlé qu'il y avait des conditions effectivement de ressources pour l'attribution de ces prestations. On va avoir aussi, et là c'est valable pour n'importe quelle prestation servie par la CAF, il y a des conditions de résidence et aussi de nationalité, parce que je sais que ça faisait partie des questions qui étaient envoyées un petit peu au fil de l'eau. Enfin, en amont de ce webinaire, la condition de nationalité, elle est donc présumée remplie pour les ressortissants français. Et après, on a des conditions particulières pour les ressortissants européens. Donc là, la condition particulière pour les ressortissants européens, c'est de pouvoir justifier
d'être en activité ou de pouvoir justifier d'un minimum de revenus sur une certaine période. Donc, cette condition, elle est quasiment présumée remplie pour tous les ressortissants européens. Et pour les ressortissants hors Union européenne, par contre, il y a une condition qui est inéluctable, c'est de pouvoir fournir un titre de séjour qui permette le versement des prestations familiales. Donc certains titres, notamment des titres provisoires ou des demandes de premier titre de séjour, ne sont pas forcément toujours recevables. Mais voilà, la condition pour les ressortissants qui sont en dehors de l'Union européenne, c'est de pouvoir justifier d'un titre de séjour régulier. Si on n'a pas cette condition-là, même s'il y a des enfants à charge sur le dossier, on ne pourra pas les intégrer sur le calcul des droits CAF, quoi. Je vais taper la prépa. Ouais. Mais non, mais c'est Alors, ensuite, donc, la prépare, comme je l'avais dit en préambule, donc elle remplace le complément de libre choix d'activité qui était versé avant. Avant, juste pour replacer le contexte, avant le congé parental, c'est comme ça que tout le monde l'appelle à peu près, il était versé jusqu'au mois précédent les 3 ans de l'enfant. Et là, avec la prépare, ça a un petit peu changé. Ça, c'est une réforme qui date de 2014 de mémoire. Donc, comme son nom, enfin, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc, elle est destinée à compenser forfaitairement la perte de revenus liée à la réduction ou la cessation d'activité professionnelle. Alors, ça, c'était exactement la même chose avant pour le complément de libre choix d'activité. Là où avant, il y avait un droit possible jusqu'au mois précédent, les 3 ans de l'enfant, avec la prépare, c'est un petit peu particulier. À partir du moment où une famille va avoir au moins 2 enfants à charge, le droit il sera limité à 24 mois. Il pourra être prolongé au-delà de 24 mois à condition que l'autre parent, qui n'avait pas encore fait valoir son droit, le fasse valoir. C'est un petit peu, voilà, c'était un petit peu le sens, enfin c'était complètement même le sens de la réforme, c'était d'inciter justement, surtout les papas, puisque c'était quand même beaucoup les mamans qui prenaient, qui prennent ce congé, c'était d'inciter les papas à prendre le congé en complément de la maman pour pouvoir atteindre la durée des 3 ans. Bon, dans les faits, on se rend compte que ça n'a pas trop fonctionné et que le droit, du coup, il est souvent limité aux 24 mois suivant la naissance de l'enfant. Donc là, après, les montants que je vous ai indiqués, c'est des montants forfaitaires, hein. Donc là, il n'y a pas de condition de revenu, par contre, pour ces prestations. La seule condition à remplir, c'est une condition d'activité, enfin, une condition professionnelle en quelque sorte. La cessation totale, il va falloir que le salarié atteste sur l'honneur qu'elle a bien suspendu son contrat de travail avec son employeur, ou si elle n'était pas régie par un contrat de travail, nous indique qu'elle souhaite prendre un congé parental, faisant la demande et le droit se convertira automatiquement. Et puis pour les personnes à temps partiel, par contre, ces personnes-là devront nous transmettre un justificatif de leur employeur indiquant justement le pourcentage d'activité par rapport au temps plein pratiqué dans l'entreprise. Et ça, c'est revu tous les 6 mois. Donc ça, enfin voilà, la CAF interroge ces personnes-là tous les 6 mois pour savoir si la situation va perdurer. Donc là, petite précision qui n'est pas mentionnée sur la slide. Donc le droit valable jusqu'au mois précédent, les 2 ans de l'enfant, à partir du moment où une famille a au moins 2 enfants à charge. Pour les familles qui n'ont qu'un enfant à charge, le droit il est limité à 1 an. Donc ça sera 1 an quoi qu'il arrive. Là où avant le droit était limité à 6 mois, la réforme a permis de pousser la prestation pour un premier enfant. Donc un homme ou une femme peut très bien cesser son activité ou réduire son activité pendant, alors je ne vais pas dire 1 an puisqu'on déduit le congé maternité ou le congé paternité de cette période d'1 an, mais pendant quasiment 1 an, la personne peut déduire, peut cesser son activité ou réduire son activité et avoir une compensation de la CAF par rapport à cette prestation. Juste les conditions, nous on demande, en condition d'attribution, il faut que les personnes qui soient dans cette démarche de demande puissent justifier d'au moins 8 trimestres de cotisation vieillesse. Donc en gros, c'est de pouvoir valider l'équivalent 8 trimestres de cotisation. Alors de mémoire, je crois qu'un trimestre, c'est aux alentours de 4 ou 5 000 euros de cotisation dans les 2 dernières années avant la naissance de l'enfant. Donc là, par exemple, un enfant qui est né en janvier 2024, la personne a son congé maternité jusqu'en avril, par exemple. À avril 2024, il faudra qu'elle puisse justifier depuis 2022
d'au moins 8 trimestres de cotisation vieillesse. Si elle ne les a pas, on ne pourra pas lui donner accès à la prestation. Alors David, on a juste deux Ouais. questions dans le fil de discussion qui sont apparues. On nous pose la question de l'incidence par rapport au statut, c'est-à-dire si la personne est mariée ou pacsée. Ouais. Est-ce que l'attribution de la prépare a une incidence dans ce type de cas? Non. Et deuxième question, j'en profite quand même, sur l'éligibilité d'un parent auto-entrepreneur ou chef d'entreprise pour Ouais. le bénéfice de la prépare. Je me doutais qu'il y aurait cette question. Alors non, pour la première question, que les parents soient soit pacsés, mariés ou qu'un mariage intervienne ou que ce soit une nouvelle situation qui intervienne, nous, on étudie la condition par rapport à la personne qui demande la prestation. Donc là, la notion de couple, etc., elle n'est pas forcément prise en compte. Elle sera prise en compte dans les barèmes pour l'allocation de base de la prime à la naissance, mais pas pour la prépare. Et effectivement, les auto-entrepreneurs, les travailleurs indépendants, etc., peuvent bénéficier de la prépare. Il y a des micros qui se sont rouverts. Oui. Et donc après, je poursuis, c'est pour les auto-entrepreneurs. Nelly, Nelly. Par rapport à ce qui avait été déclaré par les auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Et ensuite, on comparera en fonction des montants si ça correspond ou pas avec effectivement une cessation d'activité ou une réduction d'activité. Ça ne marche pas bien, la communication. Et oui, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert et du coup, ça perturbe en fait. J'ai l'impression que c'est... Tu peux désactiver ton micro. Là. Là, Ok. Peut-être là, ça va être bon. Voilà. On reprend. Normalement, on doit toujours nous entendre. Donc après, peut-être que... Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut que je répète ce que je viens de dire, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément facile. Donc, ce que j'avais dit par rapport à la question qu'Antoine m'a relayée, pour les auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants, parce que là, effectivement, le cas qui est listé sur la slide, c'est pour les personnes qui sont salariées. Pour les auto-entrepreneurs, ils peuvent également effectivement bénéficier de ce congé parental, enfin de cette prépare à taux plein ou à taux partiel. Bon, pour un taux plein, ce n'est pas très compliqué, il faut pouvoir justifier de la cessation de son activité, donc ça, c'est une attestation sur l'honneur. Et nous, ensuite, on vérifiera 2 ans après si effectivement ça correspond par rapport à la déclaration de revenus. Donc, il y a toujours une comparaison faite auprès de la déclaration fiscale. Et par contre, pour les personnes qui souhaitent réduire leur activité, en fait, on leur demande d'attester sur l'honneur. C'est à elles d'attester sur l'honneur déjà qu'elles ont assez de trimestres de cotisation. Bon, ça se vérifie. Mais qu'après, on leur demande d'attester sur l'honneur que leur activité ne va pas dépasser l'équivalent de 50% d'un temps plein. Et ça, après, nous, on ne peut le vérifier que d'une façon, c'est par la déclaration de ressources faite auprès des impôts. Donc après, on comparera et si on trouve des divergences, on va contacter l'allocataire et après, l'allocataire, si elle apporte les justificatifs, il n'y a pas de problème. Si on constate par contre qu'il y a peut-être eu un dépassement de ce taux, peut-être qu'on sera amené à régulariser le dossier. Mais voilà, après là, c'est vraiment à l'allocataire, c'est la responsabilité de l'allocataire. Elle engage sa responsabilité, enfin, l'allocataire engage sa responsabilité pour attester que son activité ne va pas dépasser l'équivalent de 50% d'un temps plein ou de 80% d'un temps plein. Alors là, après, je n'ai pas mis tous les barèmes parce que ça devient un peu technique après. Mais les personnes qui sont dans ces situations-là, en général, on les invite pas mal soit à nous solliciter directement via leur compte CAF ou d'essayer de prendre des rendez-vous ou d'appeler pour avoir quelqu'un pour pouvoir échanger un petit peu plus en détail parce que c'est effectivement des situations un peu atypiques.
qui nécessitent des renseignements et des informations précises, quoi. Voilà pour la prépa. Alors, il y a une main levée. Ah. Alors, je vois que c'est GP. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais vous pouvez prendre la parole. Oui, c'est Anne du relais petite enfance de Guémené. Du coup, ma question concernait les personnes affiliées à la MSA pour leur démarche concrètement. Alors, les personnes qui sont affiliées à la MSA doivent voir ça avec la MSA. En fait, si elles sont affiliées à la MSA, c'est la MSA. La MSA, en fait, c'est exactement l'équivalent de la CAF, mais pour toutes les personnes qui cotisent au régime agricole. Donc, en fait, la MSA verse exactement les mêmes types de prestations. Là, le socle page, la MSA la verse tout comme les CAF le font, quoi. Donc, les personnes qui sont affiliées à la MSA, alors, si l'affiliation est bien évidemment justifiée et pertinente à la MSA, elles doivent voir avec la MSA de leur lieu de résidence. Alors, nous, je sais que nous, c'est la MSA Loire-Atlantique sur le secteur, mais ça va être exactement les mêmes conditions d'accès aux droits, les mêmes barèmes de ressources, les mêmes montants de droits versés, etc. Voilà, c'est juste l'organisme qui diffère selon le régime de cotisation. Ça répond à votre question? Oui, merci, parce que je pensais qu'à un moment, il fallait d'abord passer par la CAF qui transmettait à la MSA, mais non. Non, alors mode de mémoire, j'ai jamais connu ce système, mais non, c'est bien directement MSA pour les personnes qui dépendent de la MSA ou CAF pour les personnes du régime général. Après, voilà, s'il y a de toute façon, si nous on détecte des situations, par exemple des cotisants agricoles pas être affiliés à la CAF, nous on transmet, on envoie les dossiers directement format papier auprès de la MSA. Il y a une transmission électronique, il y a une transmission papier de certains formulaires pour qu'ensuite la MSA prenne le relais, quoi. D'accord, donc les parents téléchargent directement sur le site de la MSA les documents. Exactement. Normalement, ils ont les mêmes conditions d'accès que sur le site caf.fr. Sur le site MSA, ça reprend exactement les mêmes informations. Faut se connecter via son compte MSA et puis après ensuite accéder, faire les simulations, faire les demandes de prestations. C'est exactement les mêmes fonctionnalités. Alors, c'est pas présenté exactement de la même façon, les interfaces sont pas les mêmes, mais autrement, le principe du site et la fonctionnalité du site, des sites sont les mêmes. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Et on demande juste l'avis de si, dans un couple, si l'un peut être affilié à la MSA et l'autre à la CAF, enfin, pour le bénéfice. Non, ça, c'est pas possible. Alors, à partir du moment où les personnes sont connues en couple, si elles sont toutes les deux, si elles justifient toutes les deux d'une adresse différente et qu'elles ne sont ni mariées ni pacsées, elles peuvent très bien avoir un dossier, un à la MSA, un à la CAF, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dès lors qu'on a connaissance soit d'une vie de couple, donc une vie commune sous le même toit, ou d'un PACS ou d'un mariage, il faudra faire un choix entre MSA et CAF. En général, on a tendance à privilégier la CAF par défaut. Nous, la MSA, par exemple, va automatiquement récupérer les dossiers, notamment de ceux pour lesquels l'un des membres du couple est exploitant agricole. Là, c'est systématiquement la MSA qui va prendre le dossier, puisque là, il y a potentiellement d'autres prestations et d'autres critères en fonction de la situation professionnelle. Mais autrement, en général, le choix est laissé aux allocataires dans ces cas de figure. Et donc, on va enchaîner sur le complément de mode de garde. Ah, pardon. Juste une question qu'on a loupé entre-temps tout à l'heure sur la prépare. Donc, il y a un invité qui nous dit que sur le livret de la CAF, version 2023, le montant de la prépare pour cessation totale était indiqué à 428,71 €. Et sur les comptes de présentation pour la prépare, il était indiqué 433,86 €, d'où la question, à savoir est-ce que ce montant a diminué en 2024 par rapport à 2023? J'ai mis 403,86. À 403,86 ? Ouais, contre 428,71 sur le livret CAF version 2023. Alors non, c'est sûrement une erreur de ma part, je m'en excuse. Non, parce que le montant n'a pas diminué, donc effectivement, c'est moi qui ai dû faire un mauvais report. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Peut-être qu'on va faire, ouais.
Voilà, juste en dessous, prestations partagées d'éducation de l'enfant. Top, hein. Ouais, dès qu'on va voir. Non, c'est ça, 88, 91. Non, non, mais voilà, c'est une erreur de ma part, veuillez m'en excuser. Elles sont au taquet, les animatrices, hein. Mais c'est bien, ça montre que même en période de digestion, les gens suivent. Ah oui, non, mais... Non, mais en fait, j'ai fait exprès pour voir si les gens allaient suivre. Ah oui. Non, non, mais merci de m'avoir corrigé. Même moi, j'ai déroulé ça sans réagir. Merci de votre vigilance. Et donc, sur le complément mode de garde. Donc, c'est une aide qui est destinée à prendre en charge une partie des frais de garde. Donc là, plusieurs recours possibles. L'emploi d'une assistante maternelle agréée, d'une garde à domicile. Ça peut être une structure collective habilitée, donc en général entreprise ou association, qui emploie soit des assistantes maternelles, soit des gardes à domicile. Donc pour les gardes à domicile, il y a toujours un minimum requis de 16 heures par mois, en deçà duquel, voilà, si l'enfant est gardé que 15 heures dans le mois, on ne versera pas la prestation. Ça peut être les cas des micro-crèches pages. Donc ensuite, ce qui est indiqué en dessous, quel que soit le mode d'accueil choisi, sous certaines conditions, les montants de prise en charge peuvent être majorés de 10% si l'enfant est gardé la nuit, les dimanches ou les jours fériés. Donc ça, c'est vraiment des dispositions très particulières. Les plafonds et les droits, ils sont majorés de 30% pour les familles monoparentales. Donc ça existe déjà depuis quelques temps. Et les frais engagés pour la garde d'enfants, déduction faite du CMG, peuvent donner droit à un crédit d'impôt. C'est ce qu'on fait tous les ans. C'est pour ça qu'on envoie aux allocataires qui ont bénéficié de cette aide-là, on leur envoie une attestation annuelle qui leur sert effectivement à remplir leur déclaration fiscale. Il est possible de cumuler 2 modes de garde, et là, ça peut être, c'est entre guillemets open bar. Ça peut être le cumul d'une assistante maternelle agréée et d'une garde à domicile. Ça peut être le cumul d'une garde à domicile et d'une structure collective. Ça peut être le cumul d'une assistante maternelle et d'une structure collective. Enfin, il n'y a pas de limite sur les cumuls. Les seules limites, juste pour expliquer rapidement comment se passe le cumul, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique, c'est s'il y a un cumul, nous, en fait, on va distinguer l'emploi direct de l'emploi indirect. Donc, l'emploi direct, pour nous, c'est quelqu'un qui est directement employeur d'une assistante maternelle agréée ou d'une garde à domicile. Et l'emploi indirect, c'est quand on passe par une micro-crèche ou une structure collective habilitée. On va, en cas de cumul de l'un de ces 2 modes de garde, donc par exemple assistante maternelle agréée et une structure, on va d'abord calculer le droit pour l'emploi direct, donc pour le CMG direct, pour l'assistante maternelle qui est employée. On calcule un droit, et ensuite, en fait, en fonction de la composition de la famille et du nombre d'enfants gardés, du nombre d'enfants concernés par chacun des modes de garde, on va accumuler des plafonds. En fait, on va additionner des plafonds, ce qui va nous donner des montants parfois assez importants. Et ensuite, déduction faite de l'aide versée, par exemple, au titre du CMJ pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, on va ensuite venir déduire tout ça et ça va nous donner un calcul et un reste à verser pour la structure collective, par exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai été assez clair. C'est assez compliqué à expliquer, sachant que nous, pour les cas de cumul, c'est des demandes qui, de toute façon, systématiquement, enfin, les demandes, elles ne sont pas faites, il n'y a pas de formulaire en ligne dédié pour ça. Il faut l'indiquer au moment de la demande, mais nous, ensuite, on envoie un formulaire spécifique où la personne devra indiquer également toutes les caractéristiques de la structure pour que nous, on puisse ensuite en faire le calcul. Parce que souvent, en fait, dans ces cas-là, c'est compliqué pour les parents qui ont recours à ces cumuls de modes de garde. C'est de faire une estimation et c'est d'être correctement informé. Et nous, pour faire une estimation, on n'a pas d'autre choix que de leur demander plein de renseignements. Donc, s'il y a déjà un mode de garde connu, nous, on va se baser grosso modo sur la moyenne des dernières déclarations faites, notamment si c'est pour de l'emploi direct auprès d'une assistante maternelle agréée. Si ce n'est pas le cas, en fait, on demande à la famille de nous dire à peu près le salaire qui sera versé à l'assistante maternelle, le nombre d'heures de garde qui sera effectué, le montant des indemnités d'entretien qui seront versées à l'assistante maternelle. Et pareil pour la structure, on demandera à la famille de nous dire à peu près combien d'heures par mois l'enfant sera gardé,
On aura besoin de quelques infos sur la structure. L'identité des enfants gardés, évidemment. Et nous, en fait, on se fait un petit peu notre tambouille interne parce que c'est vraiment un calcul très, très compliqué. Et ensuite, on va donner une réponse à la famille, mais une réponse qui sera forcément par rapport à un instant T, par rapport à des informations très précises. Donc, si ces informations varient dans le temps, que ce soit sur la partie emploi direct ou sur la partie emploi indirect, ben, le droit, il variera autant, quoi. Donc, faut bien retenir que les cumuls de modes de garde sont possibles, mais dans ces cas-là, il vaut mieux que les personnes soit prennent un rendez-vous ou nous contactent directement via leur compte CAF ou leur compte MSA si on est en face de personnes qui dépendent de la MSA, ou autrement solliciter un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous physique pour expliquer la situation. Et nous, ensuite, on met à disposition un fichier. Ça, c'est hyper important. Je sais qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. C'est très, très compliqué d'apporter des réponses instantanées parce que ça nécessite, ça nécessite des calculs et ça nécessite de regarder ça un petit peu à froid, quoi. Alors, David, juste 2 questions. Ouais. Je vais me poser. Donc, une assez simple sur la CMG est-elle versée aux personnes en recherche d'emploi? Donc, je te laisse peut-être répondre à cette question avant de soumettre la deuxième. Après, on peut peut-être, parce que sur les slides suivantes, on va en profiter pour. Alors, une personne qui est en recherche d'emploi peut bénéficier du complément mode de garde. Là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est justement parce que pour le complément mode de garde, il y a effectivement normalement une condition d'activité minimum à remplir. C'est un petit peu la particularité du CMG. Mais néanmoins, donc pour les personnes en recherche d'emploi, mais qui sont inscrites à Pôle emploi, là, effectivement, il n'y a pas de souci, on peut accorder une dérogation. Mais vous voyez, à condition d'activité présumée remplie pour tous les bénéficiaires d'allocation adulte handicapé, de RSA, d'allocation de solidarité spécifique pour les étudiants, les signataires d'engagement réciproque, de projets personnalisés. Donc, le champ est assez large. C'était beaucoup plus restreint avant. Aujourd'hui, quasiment toutes les situations permettent de bénéficier du complément mode de garde. Il y a très, très peu de situations qui sont exclues du bénéfice du complément mode de garde, quoi. Et donc, d'autres conditions, c'est donc avoir été en activité soit au mois de la demande ou au mois précédent la demande, ou situation assimilée, hein. Donc, nous, assimilés, ça peut être du congé payé, ça peut être une indemnisation au titre du chômage, ça peut être des stages de formation rémunérés, et ça peut être également indemnisation au titre de la maladie, de la maternité, par l'assurance maladie. Donc, toutes ces formes-là sont assimilées à de l'activité. Donc, les personnes qui sont dans ces situations-là peuvent bénéficier du CMG sans dérogation et sans aucun problème. Et vis-à-vis, on a une question du cumul, hein. Comment cela se passe pour une famille qui a déjà une place en micro-crèche privée pour 3 jours et qui percevrait le CMG structure et qui a besoin d'employer une assistante maternelle? Et là, on sera sur le même principe, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On a déjà les informations concernant le CMG structure, donc nous, on les gardera de notre côté. Mais par exemple, on demandera si c'est pour l'emploi d'une assistante maternelle. Alors, si la personne veut une estimation, on viendra vers elle en amont pour lui demander quelques précisions. Mais après, si l'assistante maternelle elle est déjà employée, on demandera à la personne de faire valoir ses droits, donc de déclarer de faire une déclaration, une demande de CMG au titre de l'assistante maternelle, de déclarer son assistante maternelle auprès du centre page emploi. Et ensuite, de la même façon, prioritairement, on calculera les droits au titre du CMG direct. Et ce qui restera, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est des barèmes et des plafonds en fonction du nombre d'enfants gardés, etc. Ce qui restera sera versé au titre du CMG structure. On demande également si le CMG est cumulable avec la prépare. Alors, dans certaines conditions. Le CMG est de manière générale cumulable avec la prépare, sauf pour les personnes qui cessent totalement leur activité. Donc, les personnes qui bénéficient de la prépare taux plein ne peuvent pas bénéficier du CMG. C'est rédhibitoire là aussi. Dans l'esprit du législateur, il considère que si quelqu'un cesse volontairement son activité pour s'occuper de son enfant,
théoriquement, il n'a pas à bénéficier d'un complément mode de garde. Je vulgarise un petit peu grossièrement, mais c'est un petit peu ça que ça veut dire, dans l'esprit du législateur en tout cas. Donc là, ce n'est pas cumulable, mais après, avec les autres plafonds, avec les autres situations, c'est tout à fait cumulable. Voilà. Une autre question encore qui nous est parvenue. Oui. Une famille en congé maternité pour un deuxième enfant peut-elle continuer de percevoir le CMG pour un aîné qui est accueilli chez une assistante maternelle? Et du coup, également si la personne est en congé parental. Alors, ça dépend de l'âge du premier enfant, du coup. Alors, oui. Parce que le complément mode de garde, il va techniquement jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, tant que la famille remplit les conditions pour bénéficier du CMG et que l'enfant est gardé soit par une assistante maternelle, une garde à domicile, une structure, etc., jusqu'au mois de ses 6 ans, enfin même un petit peu après dans certaines situations, il peut bénéficier du CMG. Après, si la maman est en congé parental, donc taux plein, je présume. Ça n'a pas été précisé dans la question, mais probablement, oui. Alors, si elle est en congé parental taux plein, normalement, oui, le CMG s'arrêtera pour tout, pour les 2 enfants. Très bien. Il y a une autre question qui vient de parvenir. Comment cela se passe pour l'adaptation de l'enfant lorsque le parent perçoit la prépare le mois qui précède sa reprise d'activité? Alors, pour l'adaptation de l'enfant, lorsque le parent perçoit la prépare, alors après, tout dépend du contrat après fait. Alors, j'imagine que l'adaptation, c'est peut-être soit auprès d'une crèche ou auprès d'une assistante maternelle. Ça dépend de la date de début de contrat, quoi. Si le contrat, clairement, si la personne a bénéficié de la prépare, par exemple, au titre de janvier, et qu'elle nous informe là que finalement, elle a recours à une assistante maternelle à partir du 25 janvier, enfin depuis le 25 janvier, normalement, on reviendra sur la mensualité prépare versée, quoi. On la réclamera à la locataire, puisque les deux ne sont pas cumulables. Donc, alors, je précise, je réfléchis en même temps. Non, mais en fait, alors, on la réclamera si la personne souhaite bénéficier de la prise en charge au niveau du page emploi. Après, il y a 2 cas de figure. Soit la personne décide effectivement de prioriser le droit CMG, donc ça veut dire prise en charge aussi des cotisations, etc. Donc ça, c'est pas anodin. Donc c'est quel cas, si elle était en prépare taux plein, on lui réclamera les 428 €. Après, à voir si ce qu'elle peut récupérer entre guillemets, ce qu'elle peut percevoir du page emploi sera plus intéressant que 428 €, c'est pas forcément évident. Après, si elle préfère effectivement renoncer à son droit CMG et garder le congé parental sur cette période un petit peu atypique, elle peut. Mais par contre, dans ces cas-là, nous, sa demande de complément mode de garde, on lui demandera, on fera qu'elle dise au centre page emploi de ne la valider qu'à partir du 1er février dans l'exemple que j'ai pris. Et ce qui veut dire que tout ça, elle n'aura aucune prise en charge de la CAF pour la période d'embauche en janvier et qu'elle devra s'acquitter de 100% des cotisations salariales et patronales dues à son assistante maternelle auprès du centre page emploi. Normalement, c'est la CAF qui prend en charge 100% des cotisations lors de l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Là, si pour X ou Y raison, on ne peut pas valider de droit sur une certaine période, c'est à la locataire de pallier à ce paiement, quoi. Donc, des fois, ça peut représenter des sommes assez importantes, hein. Les cotisations, c'est souvent un salaire chargé, c'est x2, quoi. Y a-t-il sur une réflexion, David, pour faire évoluer cette réflexion sur cette période charnière? Alors là, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas s'il y a quelque chose en cours. Nous, après, là, il faudra regarder s'il y a déjà eu des recours ou des personnes qui se sont plaintes de cette situation. Non, vraiment aucune. Là, plutôt que de répondre une bêtise, je n'en ai absolument aucune idée. Parce que là, il y a une animatrice qui réagissait en disant, mais en fait, la prépare, elle est cumulable avec l'accueil en crèche. Et du coup, ça fait, c'est inéquitable quand c'est un accueil chez l'UNESPAT. Ouais. Après, voilà, c'est peut-être effectivement des petites particularités qui font que. Alors, là, après avoir à faire remonter éventuellement. Là, après, alors, si c'est des choses qui ne sont pas encore dans les tuyaux, là, et si vous connaissez effectivement des familles ou des personnes qui sont dans cette situation-là, alors j'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est quand même d'inciter les familles à contacter le député ou le sénateur de leur circonscription
pour essayer de faire un petit peu bouger les choses, parce que il n'y a que eux ou elles qui peuvent faire bouger les choses sur des situations un peu atypiques. Mais là, effectivement, jusqu'à preuve du contraire, on applique encore cette règle-là, notamment pour les assistantes maternelles. Enfin, dans le cadre de l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Bon, puis il doit y avoir une dernière. On a juste de réactions. Une personne qui me dit que ça pourrait être l'objet des améliorations prévues pour 2025 sur l'équité des coûts entre AM et crèche, qui reprend un petit peu effectivement ce que tu viens de dire. Et notre invité qui nous dit que la plupart du temps, les parents déclarent les heures d'adaptation de janvier sur février pour ne pas être pénalisés. Oui. Après, ça, c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles. Après, nous, on effectue clairement aucun contrôle. La CAF, on sert surtout maintenant de relais auprès du centre page emploi pour tout ce qui est demande, mais après, c'est le centre page emploi qui gère tout le circuit de la demande et même le paiement maintenant de la prestation. Après, voilà, si le centre page emploi décide de contrôler les heures, c'est peut-être plus dans ce cadre-là, si l'assistante maternelle leur donne une info un peu contradictoire. Mais après, là, effectivement, on sait que c'est une pratique qui existe. Et voilà, après, c'est difficile d'encourager ce genre de pratique compte tenu de notre position. Mais voilà, on sait que ça existe et on ne pourra pas empêcher les gens de le faire. Après, c'est quand même juste de mettre en garde, voilà, en cas de contrôle, bon, ça peut coûter cher aussi, quoi. Parce qu'après, on est sur des périodes ça peut être sur des périodes de recours. Enfin voilà, plus la période est longue et plus ça reste une prise de risque. Donc nous, évidemment, en tant que CAF, on ne peut pas encourager ce genre de pratique. Maintenant, c'est la responsabilité de chacun aussi de faire les démarches. Voilà, on sait que ça existe, mais on ne l'encourage pas pour autant, quoi. J'enchaîne sur. Donc là, c'était plus de. Bon, bah, ça reprend des choses que j'ai déjà dites, et notamment des choses qui reprennent certaines questions qui avaient été envoyées en amont. Notamment, voilà, je précise qu'il n'y a pas de montant minimum à déclarer sur page emploi en dessous duquel le droit CMG ne serait pas versé à la famille. Il n'y a pas de minimum. Le seul minimum, il existe pour le cas de l'emploi d'une structure. Là, effectivement, il faudra déclarer au minimum 16 heures de garde dans le mois. Si ce n'est pas le cas, nous, on ne procédera pas au calcul de la prestation. Donc, oui, après, voilà. Donc, par rapport aux différentes majorations de plafond CMG, elles sont cumulables entre elles, sous réserve qu'il y ait toujours 15% de reste à charge pour la famille. Ça, c'est une règle immuable. En CMG, on fera toujours en sorte que 15% de la facture, quel que soit le mode de garde, que 15% de la facture reste à charge de la famille. Ça, c'est vraiment c'est ancré. Donc voilà, la question de non-cumul, je l'ai évoquée. Le droit CMG, puisque c'est effectivement une question qui était posée, il est maintenu à taux plein jusqu'à la rentrée scolaire de septembre qui suit les 3 ans de l'enfant, puisqu'effectivement, il y avait ce cas un peu particulier qui était posé. Donc, effectivement, il y a possibilité de maintenir le CMG taux plein. Alors, parce que, juste pour revenir, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé tout à l'heure. Sur le mode de garde, il y a deux catégories de montants, grosso modo. Il y a un montant maximum pour les enfants gardés de 0 à 3 ans. Et dès lors que l'enfant il atteint l'âge de 3 ans, donc entre 3 et 6 ans, les mêmes montants auxquels la famille pouvait prétendre sont grosso modo divisés par 2. Ils sont moins importants puisqu'on considère qu'à partir de 3 ans, l'enfant commence à aller à l'école. Donc il y a moins de besoins en termes de garde. Et la question qui était posée, c'est est-ce que je peux quand même avoir le CMG taux plein jusqu'à la rentrée scolaire, même si mon enfant il a eu 3 ans avant septembre. Oui, il y a cette souplesse-là pour maintenir le droit. Juste, David, sur le cumul possible, on a préparé les taux plein et un droit CMG. Oui. On nous demande à quel moment faire la demande de CMG quand on perçoit la prépare. Alors, donc dans le cadre d'une prépare taux plein, c'est lorsque la personne sait qu'elle va reprendre à une activité à taux plein ou à temps partiel, mais il faut que la demande soit faite une fois que la situation est effective. Alors là, il y a toujours une petite souplesse de 8-15 jours, parce qu'en plus, on a des délais de traitement qui le permettent.
Mais voilà, on évite, si quelqu'un sait qu'elle va reprendre, elle est en prépare taux plein, en cessation totale d'activité, elle sait qu'elle va reprendre dans 3 mois une activité à temps partiel, ça ne sert à rien qu'elle fasse la demande tout de suite, puisque de toute façon, nous, on mettra la demande en attente. Donc non, il faut vraiment que la situation soit effective, pour la simple et bonne raison. Alors, si c'est une reprise d'activité taux plein, c'est une simple déclaration sur l'honneur. Par contre, si la personne reprend une activité à temps partiel et qu'elle peut encore potentiellement bénéficier de la prépare, on aura de toute façon besoin qu'elle nous fournisse une attestation de son employeur. Donc, l'employeur, en général, n'accepte pas de faire une attestation tant que la reprise n'est pas effective, quoi. Enfin, moi, sur le vécu que j'ai par rapport à ça, c'est rare que les employeurs acceptent de faire des attestations avant même que la situation n'ait débuté, quoi. Donc, en fait, le meilleur moyen, c'est voilà, au moins au jour de la reprise d'activité, taux plein ou taux partiel, c'est de formuler la demande. Même si parfois on peut avoir 1 ou 2 mois de délai de traitement, de toute façon, il y aura rétroactivité qui s'appliquera. Il n'y a pas de garde de droit. On a 2 réactions. Une de Céline qui dit que sur Nantes, des familles, pour garantir une place chez une assistante maternelle, versent des salaires parfois plus de 2 mois avant le début de l'accueil. Et donc le premier mois pour des nourrissons juste nés. Donc ça, c'était la première réflexion. Et il y a Cécile qui nous dit également que certains parents qui font leur demande de CMG en début de mois n'ont pas reçu leurs identifiants à temps pour faire la première déclaration. Ah, alors ça c'est. Alors après, ça dépend du moment, à quel moment la demande a été faite. Il suffit que nous aussi, on ait mis du temps pour traiter la demande, ce qui, depuis quelque temps, est régulièrement le cas, malheureusement. Ça peut aussi être un problème de délai au niveau du centre page emploi. Donc, c'est vrai que si on cumule tout ça, ça peut effectivement, en général, enfin, moi, ce que j'ai coutume de dire aux familles, aux partenaires qu'on accompagne, c'est qu'en général, le premier mois, c'est toujours, enfin voilà, le premier mois d'emploi de l'assistante maternelle, c'est vraiment le mois charnière et c'est le mois un peu où on essuie les plâtres pour parler vulgairement et que voilà, il faut que le temps que tout se mette en place à notre niveau pour qu'on enregistre la demande et que le centre page emploi fasse le nécessaire pour créer les identifiants, etc. C'est vrai que c'est un peu long, souvent ça, voilà, il y a souvent un mois de carence entre guillemets qui n'en est pas un puisque la prise en compte, la prise en charge, elle existe. Mais c'est vrai qu'administrativement, c'est le premier mois est très très compliqué. Ça, on en a conscience. Malheureusement, enfin nous à notre niveau, en tout cas, on ne peut pas lutter sur les délais de traitement ou les choses comme ça, quoi. Voilà pour. Alors, devoir payer l'intégralité des premiers salaires et cotisations patronales, ce qui peut mettre en difficulté certaines familles. Alors, normalement, les familles, j'ai fait une intervention la semaine dernière dans un relais petite enfance de Nantes Sud et on a eu pas mal de cas comme ça. Normalement, au niveau de la loi, quand une famille ou une personne emploie une assistante maternelle, le salaire versé ne doit correspondre qu'au nombre d'heures effectuées multiplié par le taux horaire qui a été convenu avec la personne. Après, évidemment, avec les indemnités d'entretien, des choses comme ça, indemnité de congé payé, si c'est lissé sur l'année ou si, enfin voilà, ça dépend de l'arrangement. Mais normalement, en aucun cas, les familles ne doivent verser des cotisations à l'assistante maternelle. En fait, le processus, c'est la famille verse le salaire de manière un peu brute, le taux horaire multiplié par le nombre d'heures, plus les indemnités d'entretien, etc. Ensuite, la famille fait la déclaration au centre page emploi, le montant des indemnités, le salaire, etc. Et après, c'est le centre page emploi qui, lui, va éditer un bulletin de salaire, on va dire, officiel, avec où apparaissent là les cotisations salariales, patronales, chômage, retraite, etc. Et c'est ce document que le centre page emploi envoie normalement aux professionnels, enfin à l'assistante maternelle ou à la garde à domicile. C'est ce document-là qui fait foi. Les familles n'ont absolument pas. J'en ai rencontré aussi des familles qui téléchargent des logiciels pour calculer des cotisations. C'est pas aux familles de faire ça. Si un assistant ou une assistante maternelle leur demande ça, c'est pas le circuit en fait. Et c'est pas aux familles de calculer ça, quoi. Déjà, il faut en avoir la compétence. C'est quand même pas simple de faire des calculs de cotisation. Il faut avoir l'outillage. Et enfin, voilà, c'est l'URSSAF qui fait ça. Enfin, le centre page emploi, cas délégation de l'URSSAF, qui effectue ça. Et il n'y a que eux qui sont compétents pour le faire. Donc, si vous avez des cas comme ça, il faut vraiment effectivement indiquer aux familles que
que ce n'est pas normal et qu'un professionnel au niveau de la garde de l'enfant n'a pas à réclamer des cotisations à son employeur direct. S'il s'agit de la famille, si c'est une structure, c'est évidemment différent, mais là, la famille, de toute façon, n'a rien à voir, entre guillemets, dans ce circuit-là. Il y a Céline qui nous dit que cela, a priori, est encore plus long pour les allocataires qui changent de département, et certains parlent de 3 mois. Alors justement, j'allais y venir parce que c'était une question qui a été posée récemment. En fait, pour les allocataires qui changent de département, effectivement, la contrainte, c'est déjà les délais de traitement de la CAF qui est censée récupérer le dossier. Donc effectivement, il y a déjà cette notion-là à prendre en compte. Par contre, ce qui doit être fait impérativement, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, ce qui doit être fait systématiquement et le plus rapidement possible dès lors que le déménagement il est effectif et que le nouveau mode de garde est trouvé, en fait, notamment si c'est une assistante maternelle ou une garde à domicile, il faut que la famille le signale via le centre Page Emploi, enfin, via son compte Page Emploi. Donc après, en général, il y a un mode de garde qui s'arrête s'il y a déménagement. Voilà. En général, j'imagine que le mode de garde précédent s'arrête. Donc il faut le signaler via le centre sur le compte Page Emploi, de dire que telle personne que j'employais, je n'emploie plus à partir de telle date, et qu'à partir de telle date, j'emploie une nouvelle personne, et normalement le centre Page Emploi doit faire le lien. Après, nous, effectivement, le paiement de la prestation, il dépendra aussi du temps qu'on mettra à affilier le dossier dans notre CAF si c'est nous qui devons récupérer le dossier. Donc il y a cette contrainte-là, mais de toute façon, les familles doivent systématiquement faire un signalement au centre Page Emploi. Ça, c'est obligatoire. Et ça permet justement qu'il n'y ait pas de versement d'aide pour un professionnel, pour une assistante maternelle qui n'est plus employée, ou etc. Éviter des indus d'appels de cotisation, des choses comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est des questions qui sont un peu redondantes par rapport à des points qu'on a déjà soulevés. Ouais. Notamment, c'est qui demandait pour garantir une place chez une assistante maternelle. Et les salaires sont donc parfois versés 2 mois avant le début de l'accueil et qui nous demandent la position de la CAF face à cette pratique. Et ça recoupe un petit peu. Ouais, moi déjà sur une pratique comme ça, alors moi j'en ai pas forcément connaissance. Et puis c'est pas moi forcément en tant que chargé de relations partenaires qui sera habilité à répondre. C'est un peu difficile. De répondre, mais après voilà, je pense qu'on est sur. On a l'impression qu'on arrive sur des marchés spéculatifs presque. C'est vraiment l'offre, la loi de l'offre et de la demande. Voilà, moi personnellement, je peux que regretter qu'on arrive à des situations comme ça, mais malheureusement, voilà, c'est une situation avérée. Je l'ai entendu, je l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'en ai entendu parler. Il me semble que cette question, elle avait été abordée avec la DRETS par le groupe législation et que, sauf erreur de ma part, il avait été dit que ce n'était pas légal en fait. Mais ça, je pense que tous les participants à la visio se doutent de cette réponse-là. On demande également, qu'en est-il lorsqu'un enfant a été gardé en crèche avant le déménagement, entre parenthèses, pas de numéro employeur? Alors après, ça dépend s'il est gardé en crèche. Techniquement, il n'y a pas de numéro employeur, parce que s'il est gardé en crèche, c'est-à-dire que c'est la crèche qui garde l'enfant. Donc c'est pas la famille qui emploie la crèche. Normalement, il n'y a pas de. Parce qu'après, si c'est une micro-crèche page, par exemple, nous, après, selon les types de crèches, il y a des aides, mais les aides, elles ne se font que sous la forme du quotient familial. Nous, en fait, c'est le quotient familial calculé en CAF qui permet une prise en charge ou qui garantit des montants de prise en charge, des coûts de crèche, on va dire, mesurés et raisonnables. Mais là, pour l'emploi d'une crèche, pour moi, je ne crois pas qu'une famille puisse être directement employeur d'une crèche pour son enfant. Enfin, j'ai jamais eu en tout cas cette situation. Donc, je pense que c'est normal qu'il n'y ait pas de numéro employeur dans ce cadre-là. Après, s'il y a vraiment, encore une fois, si vous constatez qu'il y a des situations un peu atypiques ou des dossiers qui sont soit en souffrance ou un peu compliqués, n'hésitez pas à inciter les allocataires à nous contacter via leur canal compte CAF.
etc. Même si sur certains canaux, on a des délais de réponse un petit peu longs, mais voilà, au moins, il y aura un délai de réponse, il y aura une réponse qui sera apportée, quoi. Donc là, justement, pour finir sur ma partie, rappeler rapidement donc l'accessibilité des points d'accueil CAF. Alors là, on a mis l'antenne de Saint-Nazaire et puis le siège à Nantes. Mais après, voilà, sur CAF.fr, vous avez accès à tout le maillage départemental de notre offre de service rendez-vous. Et puis donc le 32-30, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30. Et là, après, c'est pareil, si c'est de la réponse de premier niveau en théorie, sur des situations un petit peu plus complexes, les allocataires peuvent demander à être recontactés par un technicien conseil, un gestionnaire conseil allocataire, qui rentrera un petit peu plus en détail dans le dossier, et notamment pour les cas de cumul de mode de garde que j'ai évoqué tout à l'heure. Typiquement, ça ne doit pas rester. Si la personne appelle la plateforme, on ne doit pas lui apporter une réponse de niveau 1. On doit lui proposer une réponse de niveau 2 sur ce genre de situation. Et sur le CAF.fr, il est possible de prendre des rendez-vous en présentiel, donc dans les différents lieux d'accueil de la CAF, du département, ouais. Mais aussi des rendez-vous téléphoniques. Et en fait, ces plages, elles sont libérées tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des créneaux qui se libèrent. Donc, c'est plus fluide, en fait, pour permettre à un allocataire de prendre rendez-vous avec quelqu'un au niveau de la CAF. Juste une dernière question, et puis on passe à la partie suivante. En cas de séparation, les deux parents peuvent-ils toucher le CMG pour la garde du même enfant? Excellente question. Non, c'est pas possible. Il y a toujours qu'un des deux parents qui devra être référencé comme employeur de l'assistante maternelle. Donc après, ils peuvent se répartir s'ils le veulent la charge du salaire, enfin ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne versera qu'une CNG, même s'il y avait effectivement des parents séparés avec une résidence alternée. On ne procède pas au partage du complément mode de garde. Je sais que c'est le combat de certaines associations familiales qui militent parce que d'autres prestations sont en passe de passer justement à ce fameux partage, ou en tout cas, c'est dans les tuyaux. Donc, je sais que des associations militent et des partenaires militent parce qu'on en a rencontré. Mais voilà, pour l'instant, effectivement, il y aura toujours qu'un seul parent référent, entre guillemets, au niveau du page emploi, et qu'un seul parent qui bénéficiera de la prestation. Okay. Merci David. On demande juste aussi si les familles peuvent téléphoner au 02 53 55 17 02. Alors, pas pour la petite prestation familiale que vient de vous présenter David. Les techniciens qui sont joignables à ce numéro-là sont compétents pour un certain nombre d'entre eux sur les aides aux assistants paternels qui vont vous être présentés dans la foulée. Mais vous n'obtiendrez pas de réponse sur toute question faisant renvoi sur les prestations. Et on vous invite vraiment à composer le 3230 pour ces questions-là. Alors, il y a une remarque en disant que lors du webinaire de présentation sur la COG, il a été dit que il y aurait la séparation du droit CMG en 2025. Mais comme souvent, on n'est pas au courant. On est au courant après les autres. Alors après, si ça a été annoncé, très bien. Par expérience, j'attends de voir la mise en œuvre avant de pouvoir la garantir, parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles à mettre en place. Mais après, voilà, si ça a été annoncé sur 2025, excellente nouvelle. Et la dernière question, c'était, et s'ils emploient, donc ces fameux parents séparés, une assistante maternelle différente? Ça ne change rien sur le droit CMG? Et non, parce que nous, après, ça va être la notion de charge d'enfant. Ouais. Donc, la notion de charge d'enfant, comme aujourd'hui, les seules prestations, il n'y a que les allocations familiales aujourd'hui qui sont dans les textes ouvertes au partage. Voilà, même effectivement, si c'est deux assistantes maternelles différentes, nous, on regardera la notion de charge et on ne pourra pas considérer les deux enfants à charge sur deux dossiers, enfin les enfants à charge sur deux dossiers différents, ouais. Sauf si effectivement il y a une évolution en 2025. Mais là, effectivement, oui, ça ne réglera pas le. Il faudrait vraiment que le législateur intègre que les enfants puissent être connus sur deux dossiers distincts pour la même prestation, quoi. Merci. Merci de votre attention. Merci David.
On va passer à la seconde partie, donc les aides financières individuelles aux assistants maternels. Voilà, et donc c'est moi qui vais vous présenter ce passage-là. Donc je vais essayer d'être aussi clair et accessible que David, évidemment, tout en faisant concis, puisque je vois que le chrono tourne, mine de rien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'offre de services à destination des assistantes maternelles exerçant en Loire-Atlantique. Donc c'est traité par le service AFI, qui intervient sur des champs assez différents, aussi bien le logement, la parentalité, l'insertion, et également voilà, les aides aux assistantes maternelles. Donc nous, connus sous le nom de PIAM et PALA, les acronymes qui se déclinent, donc prime d'installation des assistantes maternelles prêt à l'amélioration du lieu d'accueil de l'assistante maternelle. Donc la PIAM est versée au démarrage de l'activité du professionnel. Donc l'idée, c'est de lui permettre d'accueillir l'enfant dans de bonnes conditions, tandis que le PALA, lui, a pour objectif d'améliorer votre résidence principale pour mieux accueillir les enfants, notamment pour tout ce qui touche à l'hygiène et à la sécurité. Et donc, vous pouvez de ce fait demander un prêt au service pour financer les travaux d'aménagement. Donc, on va vous expliquer ce que ces deux aides recouvrent. Donc, pour commencer par la PIAM, donc le montant de la prime il est de 1 200 € depuis le 1er juillet 2023. Donc, c'est une évolution assez récente, puisque jusqu'à présent, l'aide était de 300 ou 600 € selon le territoire, selon le taux de couverture du territoire. Et donc, depuis le 1er juillet de cette année, enfin de l'année passée, ça a évolué. Et donc, ce montant, il est universel, il est de 1 200 € donc pour tous les dossiers reçus complets après cette date, et ce, donc, quel que soit le lieu d'installation. Donc, l'avantage aussi, c'est que vous n'avez aucune démarche à effectuer pour en faire la demande. Hein. Dès que la CAF est informée de votre agrément par les services de la PMI, les documents vous sont envoyés par le service des aides financières individuelles. Il faut savoir que nous, la PMI, nous transmet 2 fois l'an le listing des nouveaux professionnels agréés. Donc, les conditions d'obtention de l'aide, voilà, vous avez toute une liste à l'écran. 2 fois par an, c'est envoyé ce fichier ou... C'est 2 fois par an, exactement, qu'on reçoit de la PMI avec les informations. Donc, c'est vrai que ça peut faire des délais relativement courts, effectivement, pour que la prime soit accordée, parce que le temps qu'on reçoit ce fichier-là, qu'on fasse partir les documents, que les professionnels les reçoivent, les complètent, nous les retournent. C'est vrai que nous, l'aide, elle est accordée dans un délai imparti d'1 an après la date du premier agrément. Donc, voilà, il faut être assez réactif pour cette aide-là. C'est une aide nationale, hein, je précise, hein, ce n'est pas une aide locale. Autant certaines CAF ont la main pour tout ce qui est réglementation sur les aides locales, autant quand il s'agit d'aide nationale, on n'a pas la possibilité de faire évoluer cette réglementation, puisque c'est une réglementation qui est partagée avec l'ensemble des autres CAF du territoire. Donc, pour revenir sur les conditions d'obtention de l'aide, donc l'assistante maternelle doit fournir donc son agrément de moins d'1 an délivré par la PMI, fournir également une attestation de formation, justifier de 2 mois d'activité consécutifs, c'est important que les 2 mois soient consécutifs, hein, s'engager à rester un minimum de 3 ans dans la profession et signer la charte d'engagement CAF ainsi que l'attestation sur l'heure de référencement sur le site monenfant.fr. Et juste effectivement la petite particularité pour les MAM, où une copie du projet de fonctionnement sera exigée. Donc voilà, ça reprend un petit peu ce qui a été dit. Hein. Donc les documents que vous allez recevoir, que les professionnels vont recevoir par voie postale, c'est l'imprimé de demande d'aide, hein, la charte d'engagement qui est à nous retourner signée, l'attestation de formation qui est entre les mains des professionnels, la copie de l'attestation d'agrément du département et les photocopies de premiers bulletins de salaire. Enfin, le premier, ça peut être les suivants. Hein, s'il y a eu, si vous êtes sur une activité de plusieurs mois déjà, mettons 4 mois, vous pouvez envoyer le 3e et le 4e. Et évidemment, un RIB si vous n'êtes pas locataire CAF. Antoine, je me permets une petite question. Est-ce que la CAF vérifie les 3 ans d'activité? Alors, nous, on n'a pas moyen de le vérifier à proprement parler, donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de déclaration dans ce cas-là. Et alors oui, ça vient en complément. Sinon, respect des 3 ans d'engagement d'exercice, la prime doit-elle être remboursée? Là, tu as un peu répondu à la question, parce que s'il n'y a pas de vérification, du coup... Il n'y a pas de vérification, mais c'est vrai que techniquement, si les professionnels ne restent pas 3 ans, la prime peut être réclamée. Après, voilà, on ne fait pas de contrôle à ce niveau-là, mais on compte évidemment sur la bonne démarche des professionnels s'inscrivant sur la demande de cette aide-là. Oui, parce qu'à l'inverse, vous n'avez pas d'envoi de listing pour les radiations, par exemple, ou les personnes qui ont cessé leur activité, si vous avez,
La CAF est informée quand il y a des suspensions, retrait d'agrément. D'accord. Mais On après, ne pas forcément des arrêts volontaires d'activité. les arrêts temporaires ou volontaires d'activité des assistants maternels, le département a souvent de la difficulté déjà à être informé lui-même de cette réalité-là. Parce que là, on me dit en commentaire, il y a beaucoup d'arrêts d'activité dans les premières années, avant les 3 ans. Donc, je pense qu'effectivement, là, voilà, je pense que c'est tout le sens. Après, ouais, je sais pas, peut-être à creuser, mais. Ouais. C'est une bonne question sur laquelle on pourra revenir peut-être lors de la foire aux questions hein, qu'on vous renverra par la suite. Mais nous, en tout cas, le service API ne fait pas de contrôle à proprement parler a posteriori une fois que l'aide est accordée. OK. Alors, bah là, ça rejoint ce que je disais en préambule. Hein. Donc, pour la réception des documents, vous n'avez donc pas de démarche à effectuer. Hein. L'ensemble des documents est envoyé lorsque la CAF est informée par la BMI de votre agrément. Et donc, l'ensemble des documents, une fois complétés, sont à retourner à l'adresse de la CAF, hein, que vous avez eu un petit peu plus tôt avec David, donc 22 rue de Malville, 44 937 Nantes, ou pour les adeptes des échanges dématérialisés, vous pouvez également aller sur caf.fr via la rubrique Suivre mes démarches et transmettre. Alors, une autre question, donc en lien toujours avec les fameux 3 ans d'activité. Est-ce que la personne doit justifier des dépenses effectuées? Non. Par rapport à cette prime de Non, il n'y a pas de justification à donner sur l'utilisation de la somme. Hein. C'est vraiment, comme le nom l'indique, une prime à l'installation des assistantes maternelles. Donc, à la base, c'est vrai que cette aide-là avait été pensée pour permettre aux professionnels d'acquérir du matériel, notamment. Mais aujourd'hui, on est plus dans une logique d'encouragement et de remerciement adressé aux professionnels qui s'installent sur un territoire donné. Donc, il n'y a pas de justificatifs qui sont demandés. Alors, si c'est bon pour la PIAM, je vais passer sur le PALA. Donc, le prêt à l'amélioration de l'habitat des assistantes maternelles. Donc, le montant maximal du prêt est de 10 000 € pour le PALA. Donc, c'est dans la limite de 80% des dépenses engagées pour les travaux. Hein. Donc, si vous avez évidemment 5 000 € de travaux pour l'amélioration du logement, on pourra prendre que 87% de cette somme-là, donc 4 000 € en l'occurrence. Donc, le PALA est sans intérêt et remboursable en 120 mensualités maximum. Les assistantes maternelles qui souhaitent bénéficier de ce prêt peuvent en effectuer la demande. Donc là, on n'est pas sur une démarche où nous, on vous envoie les documents. C'est à vous de vous rendre sur le site caf.fr. Donc, vous avez le petit parcours sur l'offre de service assistante maternelle et le PALA qui est indiqué. Vous avez également un lien. Donc, ceux qui ont déjà posé la question, c'est le webinaire vous sera, le PowerPoint en tout cas vous sera envoyé. Et vous aurez donc le lien de renvoi vers le caf.fr et qui vous orientera directement sur l'endroit où faire la demande. Alors, Antoine, je me permets qu'il y a donc Véronique qui pose une question. J'essaie de retranscrire la question. Est-ce que la prime, donc le PIAM, est valable aussi pour les assistantes maternelles qui exercent en MAM? Elle est valable pour tous les assistantes maternelles. Donc, il n'y a pas de restriction sur le lieu d'exercice. J'espère que c'était bien ça le sens de la question. Alors après, je me souviens de l'ancienne conseillère technique qui était sur le sujet des MAM. Elle préconisait pas trop en fait l'utilisation du PIAM pour les assistants maternels qui sont en MAM parce que c'est un prêt individuel. Alors que la MAM, on est sur un espace collectif. Donc il faut vraiment, après c'est le choix de l'assistante maternelle, mais il faut que chacun, quand il fait sa demande, intègre bien cette contrainte-là. Ah oui, je parlais du PALA, tout à fait, pardon. D'accord. Alors, sur les mains, en plus, c'est un petit peu particulier, hein, généralement sur le PALA, où on n'a pas eu souvent le cas, mais où on demande aux professionnels d'être solidaires du prêt. C'est-à-dire que, je ne sais pas si il y a un montant de 12 000 € de travaux dans une MAM, les 3 assistantes maternelles devront tous les trois contracter un prêt de 4 000 €. Donc, il y a vraiment cette notion de solidarité entre les professionnels qui demandent à bénéficier du PALA en MAM. Alors, les conditions d'obtention de l'aide. Donc, l'assistant maternel bénéficiaire doit avoir un agrément délivré par la PMI, donc là, comme la PIAM, fournir le ou les devis. Alors, il faut qu'il soit effectivement daté de moins de 3 mois.
Signer la charte d'engagement CAF à réception du contrat de prêt. Donc ça, effectivement, c'est vraiment à réception du contrat de prêt qu'il faut nous retourner. Ainsi que, là aussi, comme pour la PIAM, l'attestation sur l'honneur de référencement sur le site monenfant.fr. C'est important pour nous que vous soyez aussi référencé sur ce site-là. Ça fait partie, en tout cas, des contreparties qu'on vous demande. Et dernier point, et pas des moindres, ne pas avoir démarré les travaux pour être bénéficiaire du PALA. Donc, petit point aussi là, qui a été précisé, le PALA est cumulable avec un prêt à l'amélioration de l'habitat, PAH. Donc, le tout dans la limite de 10 000 €. Plusieurs PALA, mais je pense que je le lance un petit peu la prochaine slide, mais plusieurs PALA peuvent être demandés, toujours là aussi dans cette limite de 10 000 €. Quoi. Ce qu'on appellerait plutôt un PALA complémentaire. Antoine, je me permets d'intervenir. Une question, est-ce qu'il y a des conditions de ressources pour bénéficier du PALA? Non, c'est nullement précisé. Voilà, simplement les pièces justificatives qu'on vous a demandées, donc être assistant maternel agréé par le département, ne pas avoir commencé les travaux, et non, il n'y a pas de conditions de ressources pour être bénéficiaire. Et autre question, je profite d'avoir la parole. Est-il possible de bénéficier du PALA plusieurs fois dans une carrière? Alors oui, tout à fait. Mettons par exemple, vous avez des travaux et vous contractez un PALA de 10 000 €. Une fois que le solde du remboursement du PALA, une fois que le remboursement est terminé, vous pouvez à nouveau faire une demande de prêt à l'amélioration du lieu d'accueil. Ça, c'est pas gênant. Vous pouvez le faire. Donc après, voilà, ça reste un prêt à taux zéro. Les conditions sont identiques, que vous soyez primo-demandeur ou que ce soit la deuxième ou troisième fois que vous en fassiez la demande. Il faut que le remboursement du premier prêt soit terminé, ou admettons il nous reste 5 000 € à rembourser, on peut en redemander un de 5 000. Exactement. Soit vous avez terminé de rembourser le PALA, et dans ce cas-là, il vous appartient de faire une seconde demande pour un montant de votre choix jusqu'à hauteur de 10 000 €. Soit le PALA que vous aviez contracté est encore en cours de remboursement, et vous pouvez demander un PALA complémentaire, comme je le disais, qui vient en complément de ce que vous avez déjà, donc 5 000 plus 5 000 par exemple. Okay. Donc, l'intéressé bénéficiera d'une partie du prêt au maximum, la moitié du montant accordé avant le début des travaux sur la base du montant indiqué dans les devis et à réception du contrat de prêt. Donc voilà, ça c'est un premier versement. Et le solde du prêt est versé à réception des factures. Et donc, ces justificatifs doivent être transmis dans les 6 mois suivant le premier versement. La première mensualité de remboursement est de 83,35 €, c'est un montant fixe. Et donc, s'effectue 6 mois après la signature du contrat. Normalement, les factures nous ont été transmises à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, vous commencez à rembourser le PALA. Alors, exception. Donc, c'est vrai que le PALA, je l'ai dit en préambule, mais c'est un prêt qui est versé vraiment pour améliorer les conditions d'accueil en matière d'hygiène et de sécurité du jeune enfant. Aujourd'hui, les travaux d'embellissement et d'entretien au Saint-François sont exclus. Donc, je présente peut-être une question, mais on n'a pas de listing clairement établi parce qu'on n'a pas voulu que cette aide soit non plus trop restrictive, parce que ça nous arrive souvent d'avoir des demandes très diverses et très variées. Voilà, toutefois, on a un regard sur les motifs. Donc, par exemple, demain, c'est vrai que si vous demandez un PALA pour, je prends un exemple, mais réparer la toiture de votre maison, ça ne sera pas accordé. Il faut vraiment que ça soit ciblé sur l'accueil et l'hygiène et la sécurité du jeune enfant. Et là, donc, ça rejoint ce que je disais aussi, la deuxième phrase, si un ou plusieurs prêts au titre du prêt à l'amélioration du lieu d'accueil ont déjà été consentis en dessous de ce montant maximal, une demande pour un prêt complémentaire peut être demandée. Donc, le montant total ne peut excéder 10 000 €. Okay, j'ai une petite question oui. Sur le fil de conversation. Quel est le délai de réponse à la demande? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que j'ai prévu de le dire à l'oral avant de terminer. Je ne l'ai pas noté dans le PowerPoint. Mais nous, généralement, les dossiers, on essaie de les examiner sous quinzaine de jours. Voilà, des fois, ça peut être un petit peu plus selon la nécessité du fonctionnement du service et les autres priorités qui sont nôtres. Mais en moyenne, voilà, on essaie de donner réponse sous 2 semaines à partir de réception de la demande. Et donc, pour terminer, oui, effectivement, de vous rappeler que ces 2 aides, effectivement, sont cumulables. Et donc, voilà, sont étudiés en moyenne 15 jours après réception du dossier. Et donc, pour toutes les questions individuelles, vous avez le site CAF.fr, vous pouvez nous contacter là aussi. Ou je vous ai mis également l'adresse de ce que nous on appelle le pôle famille, donc les agents qui sont notamment positionnés sur le traitement des PIAM et des PALA. Vous avez aussi cité le numéro tout à l'heure, 02 53 55 17 02
Je vous invite quand même plutôt à passer par écrit, généralement. L'ensemble des agents du service ne sont pas toujours formés au PIAM, mais au PALA. Donc, il vaut mieux nous contacter par mail pour peut-être avoir le bon interlocuteur. Et je crois qu'on a fait le tour de ma partie. Alors oui, vous avez là aussi, vous pourrez avoir le loisir d'y accéder. Donc les deux liens, à la fois pour la CAF qui vous renvoie vers l'offre de service pour les assistantes maternelles et évidemment les liens aussi pour le conseil départemental pour devenir assistant ou assistante maternelle. Merci Antoine. Alors on va passer à la dernière partie qui concerne l'aide aux MAM, avec donc l'aide au démarrage et les aides à l'investissement. Alors, la première aide, donc l'aide au démarrage, donc elle vise à faciliter l'acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la MAM, donc tout ce qui est électroménager, matériel de puériculture, livres et jeux, mobilier, etc. Donc, les conditions d'obtention de cette aide, donc c'est être signataire de la charte de qualité, avoir obtenu l'accord de la PMI pour la création de la MAM, avoir fourni le dossier complet de demande d'aide à la CAF dans les 6 mois après la signature de la charte qualité, maintenir l'activité de la MAM pendant au moins 3 mois. Si ce n'est pas le cas, du coup, la MAM devra rembourser l'aide au démarrage au prorata de la période d'inactivité. Et il ne faut pas avoir bénéficié d'une aide au démarrage dans les 24 mois précédents. Donc, pour obtenir cette aide, c'est la PMI qui va étudier d'abord les critères de la charte qualité, qui va donner son accord ou pas pour la signature de cette charte. Et une fois l'accord donné, la PMI, elle va transmettre à la MAM ce qu'on appelle, nous, le pack avec toutes les pièces qui sont nécessaires à l'instruction de l'aide au démarrage. Et donc après, la MAM, elle devra transmettre son dossier à l'adresse mail là, que vous voyez qui s'affiche à l'écran, donc partenaire AFC. Le montant, donc, à compter du 1er janvier 2024, c'est 6 000 € et c'est une aide qui est non cumulable avec l'aide à l'investissement qu'on va avoir ensuite. Et cette aide, au démarrage, elle peut être versée dans un délai de 2 ans suivant l'ouverture ou l'extension de capacité de la MAM. Alors, vous voyez à l'écran toutes les pièces qui sont nécessaires au dossier CAF. Je ne vais pas les lire là. Mais comme vous aurez le support, du coup, vous pourrez toujours vous référer en fait à ce document-là. Mais c'est vraiment un kit qui est transmis de toute façon par la PMI à partir du moment où la charte qualité elle est signée et que la MAM elle a ouvert il y a moins de 2 ans. Alors, il existe, là, je recule un petit peu, il y a aussi, on dit que c'est pour les MAM qui ont ouvert il y a moins de 2 ans, mais c'est aussi pour les MAM qui ont une augmentation de 10% de la capacité d'accueil et qui n'ont pas bénéficié de cette aide au démarrage dans les 24 mois précédents, qui peuvent bénéficier de cette aide au démarrage. Alors, concernant l'aide à l'investissement, donc, nous avons donc le plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant, donc le PIAGE. Donc là, c'est favoriser et soutenir financièrement le développement des équipements d'accueil de la petite enfance. Donc, les conditions d'obtention de l'aide, donc c'est être constitué en personne morale et être détentrice d'un numéro SIRET, participer aux charges locatives des locaux ou participer au paiement du prêt. Alors il y a mon collègue qui vient de suivre en parallèle une visio de la CNAF et qui a déjà des informations. Alors peut-être Vincent, je te laisse la parole. On vient d'avoir des éléments, en sachant qu'on attend toujours la circulaire pour avoir des éléments vraiment finalisés. Mais là, entre ce qu'on a écrit et ce qu'on a eu comme information là, à l'instant, c'est qu'on ne parlera plus de territoire avec un taux de couverture inférieur à 58%. Ça, c'est quelque chose qui va plus figurer dans le plan, dans le PIAGE. Donc, ouais, peut-être pour revenir, les plans d'investissement pour l'accueil du jeune enfant donc, seront possibles pour les MAM, mais il y aura un certain nombre de conditions à réunir, et notamment un accompagnement du RPE, mais ça peut-être que non, ça n'avait pas forcément l'information. Non. En tout cas,
on vient, ouais, c'est tout frais, donc c'est dur à digérer, mais bon. En gros, il y aura un engagement de la collectivité à accompagner toutes les MAM, en fait, tous les projets de création de MAM. Il y aura un engagement de la collectivité à accompagner les MAM et notamment les RPE, d'accompagner à la fois sur l'élaboration du projet pédagogique, le projet commun. Donc, on reviendra vers vous de toute façon quand on aura plus de précision. Mais en tout cas, il y a un engagement fort de la collectivité, pas dans le soutien financier à proprement parler, mais au moins dans l'accompagnement pour pérenniser le projet. Et donc, ça veut dire que ce plan pour les MAM d'investissement, il est ouvert quel que soit le territoire, sous réserve que la collectivité s'engage à accompagner et considère que le projet est pertinent par rapport au taux de couverture, aux structures déjà existantes. Et ça fera partie des missions, mais comme vous pouvez déjà commencer à accompagner les MAM, là on aura un engagement écrit du territoire à accompagner la MAM, à la fois lors de l'élaboration de tous les documents pour l'instruction du projet, et puis après sur les 15 ans, parce qu'en fait le plan d'investissement engage à maintenir l'activité de qualité pendant 15 ans. Et ça veut dire que, en fait, les MAM ne peuvent pas s'implanter n'importe où. Non. Donc, il y a vraiment une reconnaissance, une validation de la collectivité pour l'implantation d'une MAM. Donc, ça, c'est plutôt cohérent par rapport à un projet local de territoire. Et puis, pour compléter, là, avoir signé la charte qualité, ce qui vient d'être échangé avec le national, c'est que on n'est pas sur un département où il y a des difficultés pour faire co-signer le département. Mais là, en fait, la charte qualité, elle n'aura pas forcément besoin d'une signature de département pour être validée. Voilà. Pour faciliter, en fait, sur certains territoires, il peut y avoir des complexités de relations entre le département et la CAF et les structures. Donc, la charte qualité, elle n'aura pas l'obligation d'être co-signée par le département. Mais est-ce que ça veut dire que l'expérience des 2 ans d'au moins une des assistants maternelles reste toujours… Toujours. Ah, ça reste toujours. Ouais, ça reste toujours une obligation. Ça, c'est toujours le cas. Je me permets, il y a une question. Alors, je pense que c'est en lien avec ton intervention. Ouais. Question de Priscilla. Cela signifie que les RPE seront référents techniques? Non, c'est pas ce qui a été évoqué. Là encore, il faudra qu'on ait des informations plus précises. Ce que j'ai noté, c'est sur l'accompagnement, c'est à minima la collectivité locale et les RPE s'engagent à accompagner les MAM qui font l'objet d'une aide à l'investissement, accompagnement sur l'élaboration du projet d'accueil commun, du projet de fonctionnement et de la charte d'accueil. Et ce qui a été dit aussi, c'est que les RPE sont légitimes pour en complément des services de la PMI, mais pour vérifier la qualité aussi de ce qui est proposé dans le cadre des MAM. C'est ce qui aussi a été échangé. Donc là encore, ça méritera d'avoir des éléments plus précis. Mais en tout cas, vous aurez une compétence dans l'accompagnement de la qualité de ce qui est proposé. Après, voilà, je n'ai pas plus d'éléments, mais en tout cas, c'est réaffirmé que les RPE auront dans leur mission d'un peu plus accompagner les MAM. Ça va être inscrit dans un nouveau référentiel qui est en cours de réécriture. Ouais. Je crois que ça sort en 2020. Ça n'a pas été évoqué non plus. Non. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour pouvoir bénéficier d'une subvention d'investissement, il faut que le territoire s'engage, c'est soit la collectivité, si on est à l'échelle de compétences collectivité locale, soit à l'échelle de l'EPCI, enfin de la communauté de communes. Et dès qu'on aura plus d'éléments, mais voilà, en tout cas, c'est bien de pouvoir partager là-dessus. Alors, ce qui est intéressant là dans la modification de ce qui est affiché à l'écran, c'est que voilà, il n'y a plus de territoire prioritaire, c'est sur l'ensemble du département, donc c'est vraiment facilitant pour aider au développement des MAM sur le territoire. Et que vous, au niveau des RPE, vous aurez quand même une place importante pour reconnaître la pertinence d'implantation d'une MAM sur un territoire. Dès qu'on aura plus d'informations, de toute façon, on reviendra vers vous pour vous donner les éléments. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, du coup, j'imagine que l'aide au démarrage et l'aide à l'investissement, au titre du PIAGE, ne sont toujours pas cumulables pour un même bénéficiaire. J'ai pas forcément
eu l'information, mais je pense que ce sera toujours le cas. Oui, ce sera probablement toujours le cas. Le piage, il peut être attribué pour la création d'une MAM ou une augmentation d'au moins 10% de places nouvelles. Et ce qui est important de noter, c'est que le dossier de demande, il doit être déposé avant le début des travaux. Alors, les travaux qui sont éligibles, ben, c'est tout ce qui va être les travaux autour du foncier, l'achat de terrain, de gros œuvres, de clos couverts, tout ce qui est aménagement intérieur, équipement simple et particulier. Enfin, c'est très large. Alors, je vous ai mis le lien vers la circulaire. Quand vous cliquerez dessus, il y aura tout le détail de ce qui est éligible. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce plan d'investissement, pour chaque place, le montant, il est variable, donc entre 4 400 € par place à 10 000 € par place créée. Et donc, il faut maintenir la destination sociale du bien immobilier pendant 15 ans. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il faut se rapprocher du conseiller technique de votre territoire. Et donc là, ça peut être soit, je vais peut-être laisser Vincent. Ouais. Oui, bah, c'est le conseiller, enfin votre conseiller technique de territoire référent. Après, tant qu'on n'a pas la nouvelle circulaire, je pense qu'il faut un petit peu attendre. Elle devrait arriver très prochainement, c'est ce qui a été évoqué lors du webinaire avec la Caisse nationale. De toute façon, oui, si vous avez des projets en cours, c'est rétroactif, hein, il n'y a pas de difficulté, mais tant qu'on n'a pas la nouvelle circulaire, c'est un peu compliqué aussi d'instruire la demande. Aujourd'hui, là, jusqu'à maintenant, il était possible que, par exemple, une collectivité, pour favoriser l'implantation de MAM, bénéficie du piage, donc puisse investir investir dans un terrain et construire le bâtiment pour accueillir une MAM, et que dans le même temps, la MAM bénéficie en fait de l'aide au démarrage. Donc, on n'est pas sur le même porteur, c'est-à-dire qu'il y a celui qui construit, qui investit, bénéficie d'aide à l'investissement, et l'autre, l'association, par exemple, peut bénéficier de l'aide au démarrage. Et la dernière aide. Okay. Ouais, donc des précisions encore. Donc là, les fonds de modernisation, avant qui étaient destinés uniquement aux structures, enfin aux établissements d'accueil du jeune enfant, aux crèches, va être ouvert aussi aux MAM, donc sous condition qu'elles aient au moins 10 ans. Ça vient d'être dit, donc ce sera forcément des MAM qui ont ouvert il y a minimum 10 ans. Et là encore, sur un engagement qualité, je vais essayer de revoir ce que j'ai capturé comme copier écran, mais enfin, c'est principalement ça qu'il faut retenir. Alors, il y a Tamara qui disait, qui posait la question de combien il y avait de MAM qui avaient bénéficié qui ont demandé cette aide en 2023. Donc, il n'y en a pas eu en 2023, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, on était uniquement sur des territoires prioritaires, donc c'était encore plus compliqué pour ces MAM-là de s'implanter. Et il y a Aurélie, encore faut-il que la MAM qui désire s'implanter se dirige vers le RPE. Alors ça, après, on a un partenariat qui fonctionne bien avec la PMI, et donc du coup, dans les RIMAM, il suffit juste, entre guillemets, d'adapter notre discours et des consignes. Et je pense que, du moment qu'on flèche clairement quelle est la procédure pour pouvoir bénéficier de l'aide, les MAM, de fait, passeront par les relais pour être accompagnés. Ça a été évoqué, en fait, cette question-là, lors du webinaire avec la Caisse nationale, sur le fait que la charte qualité engage la MAM à accepter d'être accompagnée par les RPE. Et c'est une obligation. Donc après, il faut voir comment ça se construit en bonne intelligence, mais c'est quand on signe la charte, c'est qu'on s'engage aussi à travailler, développer du partenariat et travailler avec le RPE. Donc on verra concrètement comment ça se traduit, mais c'est une obligation. Okay. Alors, on arrive en fin de présentation. Est-ce qu'il vous reste une ou deux questions avant qu'on clôture ce webinaire? J'aurais peut-être des infos en plus sur la campagne Sphinx.
Ah oui. Sur le calendrier. Ouais. Ce qui a été annoncé, c'est que la période, donc ce sera à partir du 31 mars jusqu'au 31 mai pour la complétude du questionnaire Sphinx. On est à peu près sur le même calendrier que l'an Ouais. dernier. Hein. Peut-être une info sur monenfant.fr. Ok. En fait, ils veulent solliciter des RPE pour construire un panel pour faire évoluer le mondenfant.fr pour qu'il devienne un outil de gestion des RPE. Oui. Voilà, c'était juste. Oui, parce que dans les tuyaux pour mon enfant, il a été questionné savoir si les RPE avaient besoin d'avoir un outil de gestion qu'avait besoin d'un outil de gestion. Et donc, il y a certaines CAF qui ont dit que oui, il y avait des relais qui n'avaient pas cet outil-là. Ce n'est pas forcément le cas chez nous. Donc après, à voir, l'idée de ce panel-là, c'est de construire, d'évaluer le besoin, de voir un peu le périmètre du projet et de voir si la faisabilité d'intégrer ça après dans mon enfant. Une chose est sûre, c'est que la CNAF a bien confirmé qu'il n'y aurait aucune obligation de passer par cet outil-là. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre éditeur de logiciel, vous pouvez continuer avec cet éditeur-là. Il n'y a aucune obligation de passer par la nouvelle offre qui pourrait un jour voir le jour par mon enfant. Il y a d'autres scoops, Vincent? Non? Non, parce que c'est pas des scoops, ils avaient déjà les gens. Et donc, pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, il va nous rester à vous remercier pour votre participation. Ah si, il y a Antoine qui... Non, juste un petit mot. Donc, on précise effectivement le PowerPoint va être envoyé. Et peut-être dire un mot aussi sur le fait qu'on est en train de réviser une plaquette informative à destination des professionnels de la petite enfance, qui regroupera une majeure partie, pas tout, mais une majeure partie des informations qui vous ont été présentées aujourd'hui. Donc voilà, nous, on est en train de revoir ça en associant notre service communication. Et donc, ça vous parviendra peut-être, alors je ne sais pas sous quel, c'est plutôt toi, Alexandra, qui va faire l'envoi, j'imagine, Oui. mais sous quel délai Alors, c'est vrai, merci pour ton intervention. On est en train, au niveau de la CAF, de faire 2 plaquettes. Une plaquette sur les aides aux asthmates. Donc, ça va reprendre tout là, le PIAM, le PALA et puis les aides aux MAM. Le souhait, c'est que cette plaquette, elle soit disponible pour mars parce que vous êtes un certain nombre de relais à avoir des forums d'organiser en direction des asthmates. Donc, on aimerait vous l'envoyer à minima par mail, mais aussi pouvoir vous en délivrer des versions imprimées pour que vous puissiez les distribuer le cas échéant. Et puis, on a aussi travaillé, alors grâce à un petit groupe de travail composé de Tamara, de Christelle et puis de Anna, sur une plaquette pour susciter de nouvelles vocations d'asthmate. Et donc, cette plaquette aussi, l'idée, c'est que on aimerait qu'elle soit finalisée pour vos forums de mars. Donc, je vous tiens au courant dès que j'ai tout ça en main pour pouvoir vous les envoyer. Mais voilà, vous aurez 2 nouveaux outils qui vous seront mis à disposition pour les relais. Alors, une idée de l'évolution de mon enfant pour la gestion des RPE. Bon, bah non, il faut déjà faire le cahier des charges et Fin 2026. Fin 2026. Ah oui, c'est pas tout de suite. Il va falloir attendre un peu, Véronique. Désolée. Alors, donc, on va faire une foire aux questions pour retracer toutes les questions que vous nous avez posées cet après-midi et donc d'y amener les réponses écrites. Et puis, on vous enverra donc le Power et avec le lien du replay. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.